Salut Fred. Salut Nathan, ça va bien? Ça va, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour le DevFM, qui est une soirée thématique justement sur plusieurs technologies et qui fait maintenant partie de la Power Branch. Alors, la Power Branch, c'est cette idée d'organiser des événements plus récurrents sur des sujets plus variés, organisés par des experts, des invités de la région. La Power Branch, en fait, c'est des événements en soirée, hein, comme celui d'aujourd'hui, mais également tous les mercredis à 11h40 à l'heure de l'apéro. Une manière vraiment de se reconnecter entre devs tous les mercredis. C'est également un moyen de gagner des open badges. Nathan, les open badges? Les Open Badges, en fait, c'est un moyen de pouvoir montrer que vous avez pu suivre justement certains événements en collectant justement des badges que vous recevez chaque fin de mois, comme tu l'as dit, Mhm. et qu'on peut justement collecter chaque fin de mois et qui découle en fait d'un test qui aura été fait avec vous. Bonjour à tous, bienvenue au DFM numéro 2 de 2021. Et donc bienvenue à la Power Branch, donc on est toujours dans cette optique Power Branch. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le DFM de février, qui est sur le thème de l'IA, comme tout le mois d'ailleurs. Et je voulais faire une mention un petit peu parce que on vient de passer les 100 followers, donc merci à vous. Merci à vous pour nous suivre. Et donc je vais continuer avec de bonnes nouvelles pour vous annoncer ce qui vous attend au mois de février. Hop, je passe sur cet écran-là. Ah non, je vais passer sur l'autre qui sera un petit peu plus grand. Hop, voilà. On est bon. Donc, on est au DFM, donc le Developers First Monday. Remote style pour le moment, donc on espère bientôt pouvoir tous vous revoir ici au MIC pour échanger une pizza quand le Covid aura disparu, bien sûr. Mais en attendant, on le fait en remote. Donc aujourd'hui, DFM sur l'IA, de l'IA dans le RAPS, secret de fabrication. Donc on a Raphaël de Créacy qui va nous expliquer l'IA dans les plateformes mobiles, l'enjeu réel au-delà du buzzword, et Xavier Tordard qui va nous montrer un petit peu comment ils ont réussi pour un client à intégrer des modèles TensorFlow dans leurs applications. N'oubliez pas de vous inscrire sur la Power Branch, donc www.powerbranch.tech. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien qui est dans le chat que Fred va mettre d'ici quelques instants. Justement, l'agenda de février, comme je vous disais tout à l'heure, toujours les QRS tous les mercredis. Donc le premier, ce sera Docker, Cloud et Jetson, des endroits sympas pour héberger des modèles de reconnaissance d'image. Ensuite, ce jour où le machine learning a sauvé mon graphe. Après, on aura Réconciliez-vous avec le testing grâce à Azure DevOps. Et pour finir, mes très chers amis, les chatbots. Mention spéciale à Fred qui fera ce petit dernier. Mais si vous voulez justement retrouver les dates et bloquer ces dates pour les prochains QRS, n'hésitez pas à aller sur notre meetup. Il y aura aussi le lien dans le chat. On vous souhaite de passer une excellente soirée et bien sûr powerbranch.tech. Hop, je pense qu'on a un écran noir. Exactement. Eh bien, je vais accueillir nos deux speakers de la soirée. Bonjour Xavier, bonjour Raphaël. Ah, on vous voit tous. Donc Raphaël, tu vas commencer, tu vas nous présenter justement comment vous avez réussi à mettre des applications, de l'IA dans vos applications. Tu vas nous parler d'une application que vous avez déjà faite, une application que vous allez commencer bientôt, hein. C'est ça que vous êtes en train de faire. Exactement. Voilà. Eh bien, je te laisse, Xavier, je te laisse Raphaël présenter tout ça. Ah, attends 2 secondes, il y a un souci d'audio. Je règle ça tout de suite. Désolé pour le petit problème. Hop. Pam, 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 pam. Je pense qu'on est bon. Tu peux parler un coup? Oui, Ouais, un, voilà, ils deux, un, t'entendent. deux. Ils t'entendent, c'est bon. Ok, voilà, donc Créacide, nous on est. Attendez, je vais mettre mes slides, comme ça Ouais. on est tous ensemble. Donc voilà, desktop, screen 1, c'est ça? Ouais. Ok. C'est bon, vous voyez l'écran? Ok, impeccable. Moi je ne vous vois plus par contre, mais ok, c'est pas grave. Donc,
donc ben voilà, Créacide, nous, ben, on est une entreprise à Mons, en Belgique, et donc on fait depuis 2008 des applications sur iPhone, iPad et sur Mac, essentiellement les plateformes Apple. Alors, bon, ce qui nous particularise, c'est que on fait nos applications de A à Z, donc on est fort présent dans l'algorithmique, hein, le traitement d'images, c'est notre core business, et on essaye d'identifier certains algos et de traduire ça sous forme d'applications utiles ou créatives pour les utilisateurs. Donc, on est à la fois spécialisé en user experience, donc interface graphique, mais aussi en image processing, donc traitement d'images sur CPU, GPU. Et donc, on a pas mal d'applications, une en scanning de documents, une pour améliorer la qualité des photos, etc. Et alors, on a eu, au cours des 12 ans, là, quelques récompenses. On est notamment passé dans une keynote. Et ça, j'avais prévu de passer les quelques secondes juste pour le fun. C'était avec notre ami Phil. Je ne sais pas si le son passe de l'ordi. Train their players with Coach's Eye, or consumer apps like Prismo that let you scan and translate documents on the fly, or apps like Caribou that let a parent read with FaceTime to their children from anywhere around the world. Voilà, donc c'était une petite mention de Prismo par Phil Schiller. Donc ça, on était très fiers de ça. Donc je vous montre l'équipe. Donc il y a Baptiste qui est plus là, c'était un stagiaire, hein, qui venait de Lumons. Il y a moi, Tessa, Buñuel et Benoît. Donc on est essentiellement une équipe de 4 personnes. Et donc, voilà, comme j'ai dit, on ne vient pas de l'intelligence artificielle, nous, on y est arrivé un peu plus tard. Et bon, donc, moi j'ai assisté à des conférences ces quelques dernières années. Donc, souvent le mot intelligence artificielle, ça fait un petit peu peur aux gens. Bon, il y a les pertes d'emploi, mais il y a aussi le fait de challenger l'intelligence humaine, en fait, hein. Donc, les gens, ils disent c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, bon, ça s'inspire, mais c'est pas. Voilà. Bon, moi, sur les livres que j'ai lus, j'ai quand même un avis un peu inverse. C'est qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle n'est pas vraiment de l'intelligence, en fait? Parce qu'il y a quand même des concepts très similaires. Il manque des neurones, mais ça progresse à grande vitesse. Et donc, voilà, l'artificiel, je ne pense pas qu'il soit ni inférieur, ni différent du réel. Il y a quand même des similitudes très importantes. Et on est au début, on est en train de découvrir, ça peut monter très vite. Donc, voilà, pour moi, il ne faut pas trop. C'est un peu le géocentrisme du 21e siècle. C'est-à-dire, bon, je sais pas, au Moyen-Âge, on ne voulait pas croire que le Soleil et les étoiles, en fait, ça ne tournait pas autour de la Terre. On croyait que la Terre était le centre du monde. Mais bon, l'intelligence humaine, est-ce qu'elle est le centre du monde? Je ne suis pas convaincu. Voilà, donc c'est juste. Bon, je crois qu'il faut garder beaucoup d'humilité dans tous ces domaines. Et donc, voilà, ça, c'était juste une petite parenthèse. Voilà, j'ai récemment lu le livre de Hamming, c'est un scientifique. Et il parle de ça, et donc voilà, c'est une petite réflexion. Donc, ensuite, bon, voilà, voilà, c'est un peu le canevas de la présentation. Donc c'est pas les belettes ne sont pas espacées de manière proportionnelle aux dates, hein, donc vous l'aurez remarqué. Donc, bon, c'est un petit peu notre parcours en intelligence artificielle, mais en voyant d'où on vient et où on va. Donc, bon, en tout cas, dans le domaine scientifique, les réseaux de neurones artificiels, c'est arrivé dans les années, fin des années 50. Donc, on a commencé à modéliser les neurones, hein. Il y avait ce qu'on appelait le perceptron. Donc, c'était une première modélisation. Et alors, ça a longtemps été étudié, mais voilà, moi je me rappelle par exemple en 98, pendant mes cours à l'université, on a parlé de ça. Et donc il y avait des usages intéressants, mais on n'arrivait pas vraiment à appliquer ça à des problèmes plus complexes. Donc on avait des problèmes, on n'arrivait pas à les faire converger. Oui, en tout cas, il fallait un temps infini pour qu'ils convergent et que ça donne des choses intéressantes. Donc, ce n'était pas vraiment utilisable.
Alors bon, après 98-2008, nous on a créé la société ici, donc il n'y avait pas d'intelligence artificielle à ce moment-là. On faisait des algos classiques en traitement d'image. Et donc pendant quasi une dizaine d'années, on a fait du scanning de documents, on a fait de la qualité photo, on a fait des choses comme ça, mais vraiment du classique, voilà, comme de la recherche en traitement d'image, quoi. Et alors après, oui. Ah, attends, je ne vois pas ce que tu vois. Comme ça, c'est mieux. Ok. Il faut que je vois mes notes. Oui, voilà. Je disais en 2016, c'est autour de 2012, entre 2012 et 2020. Donc, voilà, il y a eu il y a eu des gros changements en fait qui sont arrivés dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire essentiellement deux choses. Il y a eu des nouvelles architectures de réseaux de neurones, notamment avec les fonctions relues voilà, qui ont une convergence beaucoup plus rapide. Et il y a eu l'émergence des GPU très puissants, donc les cartes NVIDIA, donc des puces très parallèles, programmables. Et donc ces deux éléments ont fait que les anciens algorithmes on leur a trouvé des nouvelles applications et alors on les a appliquées à des problèmes bien connus de la recherche en traitement d'image ou en classification. Et on a vu que tout de suite, il y avait des performances exceptionnelles, impossibles ça dépassait tout ce qu'on était capable de faire de manière traditionnelle, quoi. Donc, des problèmes sur lesquels les chercheurs se cassaient les dents depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, pour arriver peut-être à 80-85% de réussite, l'intelligence artificielle directement passait à 95, 96, 97%, et avec très peu de difficultés, en fait. Donc, voilà. Moi, je l'ai vu en premier donc sur de l'OCR, donc c'est la reconnaissance de texte. Donc ça, je vais vous montrer ici juste derrière. Et donc, quand on a vu les premiers résultats, on a très vite embrayé pour l'implémenter dans nos produits. Donc, nos premiers résultats, nous, ça a été public quand on a sorti l'application, c'était en 2018-2019. Donc là, on a sorti Prismo, qui utilisait de l'intelligence artificielle. Et alors là, depuis 3 ans, 2-3 ans, on travaille sur une nouvelle application dans le domaine de la photo qui permet justement d'aller plus loin au niveau de la qualité photographique grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, donc Prismo, c'est notre application de scanning de documents. Prismo, on utilise l'intelligence artificielle je veux dire, à 3 niveaux. Donc, il y a l'OCR, la reconnaissance de texte, donc, qui était typiquement des algos classiques et qui ont été autour de 2015-2016. Il y a eu les premières expérimentations avec les LSTM, les réseaux de neurones à mémoire, en fait, récursifs, qui ont donné des très très bons résultats. Je vais vous illustrer ça. On l'utilise aussi pour la reconnaissance d'écriture manuscrite. Donc ça c'est nouveau. L'écriture manuscrite, c'était un problème insoluble. C'était vraiment très 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 compliqué. Et les réseaux de neurones, ils y arrivent de manière assez surprenante. Donc voilà. Il y a la détection d'orientation, donc voilà, pour remettre droit quand on scanne, remettre droit le document. Ça, c'est un truc qu'on a développé 100% en interne. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche aussi. Et alors, il y a la traduction, donc passer du français à l'anglais, etc. Donc, bon, ça, c'est plus connu parce qu'il y a Google Translate, il y a DeepL, etc. Microsoft aussi. Là, ce sont des outils plus liés au langage. Donc ça, on ne le fait pas nous-mêmes, mais on l'a intégré dans nos produits parce que c'est une demande quand même importante. Donc ici, moi, je vous montre, c'est l'image qui m'a fait prendre conscience de la valeur, de l'utilité de l'intelligence artificielle. Donc en fait, on a intégré... on travaillait avec le moteur OCR Tesseract, qui est un moteur open source
d'OCR, donc qui travaillaient sans intelligence artificielle. Mais à un moment donné, ils ont décidé de mettre l'intelligence artificielle. Donc, bon, on l'a compilé, on a essayé de le faire tourner. Ça marchait, mais c'était très lent. Parce que ça faisait beaucoup de calculs. Et donc, allez, sur un iPhone, il fallait facilement 15-20 secondes pour traiter une page, quoi. Donc, ce qui est énorme. Hein. Nous, on venait plutôt de 2 secondes par page, moins de 2 secondes par page avec les algos classiques. Mais alors, bon, ici, moi, j'ai passé des images bon, assez dégueulasses, quoi, des trucs qu'on pourrait prendre en photo. Bon, on voit l'image ici, je ne sais pas si vous voyez bien, elle est floue. Elle est floue, elle est pas propre, il y a du grain, il y a tout ça. Donc, c'est assez mauvais. Donc, un moteur OCR classique, comme on voit sur le centre ici de l'image, bah, il fait beaucoup d'erreurs parce que les moteurs classiques, ils veulent avoir des images qualité scanner, quoi. Donc, des images qui sont très bien contrastées, noir sur blanc. Et donc, dès qu'on leur donne des images un peu dégradées, bah, les performances s'effondrent. On passe de 90% de résultats corrects à peut-être 10% ou moins de 10% de résultats corrects. Donc, on voit ici, il n'y a rien qui est bon. Et on passe la même image, exactement la même image, à un moteur à base de LSTM, donc à base d'intelligence artificielle. Et là, on remarque, bon, il fait quand même quelques erreurs, mais grosso modo, il garde une robustesse qui est vraiment remarquable. Même parfois, dans certains cas, ça peut être, il peut s'en sortir mieux qu'un humain, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là, c'est impressionnant, quoi. Et donc, moi, j'ai vu ce résultat, bon, il devait être, allez, 2017. Bon, j'ai dit, bah, il faut qu'on aille vers ça, il faut pouvoir résoudre ce problème de 15-20 secondes de calcul pour le faire tourner sur un iPhone. Et donc là, bah, on est revenu un petit peu à notre spécialité, hein, l'optimisation. Donc on a regardé les points chauds, l'exécution, là où ça prenait du temps. On a fait quelques essais, on a essayé d'optimiser avec les frameworks Accelerate chez Apple. Après, bon, ça n'allait pas vraiment. On arrivait peut-être à aller 1,5 fois plus vite, mais alors on a trouvé autre chose au niveau du bas niveau spécifique un peu à l'iPhone. On a réussi à multiplier peut-être par 2-3 la vitesse de calcul. Et après, on l'a parallélisé sur plusieurs CPU parce que les iPhones sont bi ou quadri CPU. Bon, il y a des corps moins rapides aussi. Donc, voilà. Et grosso modo, on a réussi à avoir un gain x6 par rapport à la baseline. Et donc, on a réussi à rendre compatible ce moteur open source avec des temps de calcul raisonnables sur iPhone. Et donc, on l'a directement intégré au produit. Et donc, c'était la première fois qu'on faisait de l'intelligence artificielle dans une de nos applications, quoi. Donc, ça tournait sur le CPU de l'iPhone. En parallèle de ça, on a intégré aussi l'OCR de Microsoft, donc là, via le cloud. Hein, donc, on envoie une image, elle est traitée, on reçoit le résultat en retour. Et ça a bien fonctionné. Donc, attendez, j'ai reçu un message, qu'est-ce qui se passe? Donc ça a bien fonctionné. On a aussi mis la traduction automatique, pareil, via les serveurs Microsoft. Et donc progressivement, on a mis de plus en plus d'intelligence artificielle, quoi. En fait, la différence de l'intelligence artificielle, là je vous montre un algorithme plus classique qui est aussi intégré dans Prismo. Donc c'est que ça, c'est le redresseur de page. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé en interne. Mais donc, vous voyez sur l'image de gauche, c'est ce qui est pris en photo. Donc là, on voit c'est une page avec il y a une courbe, hein, parce que la page, c'est une page de livre, elle est un peu pliée. Et donc, en fait, on va essayer de trouver des lignes de texte. Les lignes de texte, on va essayer de trouver leur position qui évolue sur l'abscisse, quoi. Donc, alors, on va essayer de mapper un modèle de déformation, et après, on va inverser la déformation. C'est ce qu'on fait ici. Donc ça, c'est des algos tout à fait classiques. L'intelligence artificielle, on ne doit rien modéliser, en fait. Hein. On doit juste lui dire, j'ai ça en entrée, je veux ça en sortie. Et l'algorithme, il essaye, par essai-erreur, hein, il essaye de comprendre de comprendre la déformation et d'injecter cette déformation pour reproduire une image conforme à son apprentissage. Donc c'est ça la différence, c'est que
sur un algo classique, il faut fort se creuser la tête, il faut faire des hypothèses qui sont réductrices. Et donc, quand les données, après, quand on scanne en vrai, en conditions réelles, les données ne sont pas tout à fait identiques au modèle, et donc il y a des différences, et donc les performances se dégradent. L'intelligence artificielle, elle essaye, si on l'a bien entraînée sur des cas bien différents, elle essaye elle généralise beaucoup mieux en fait, hein, et donc on obtient des résultats qui sont très robustes et qui sont très bons, très très bons. Donc voilà. Ça c'était bon, les grandes lignes. Moi je voulais peut-être vous montrer Prismo donc via partage d'écran. Donc je vais essayer de le démarrer ici. Vous montrer en live en fait le deuxième algorithme qui est pour remettre droit un document. Donc ça c'est non, c'est pas ici, c'est là. Movie recording, ok. Donc là, je pense que vous voyez mon écran d'iPhone. Donc je démarre Prismo, voilà. Donc ici, si voilà, j'ai un document qui est en face de moi. Je peux le mettre comme ça, voilà. Et donc là, le document, il est droit. Donc si je le prends en photo, hop, Prismo le reprend en droit. Ok, donc ça, je vais refaire la même chose, mais en le mettant de travers, voilà. Et donc là, hop, Prismo remet droit aussi. Donc il était tourné à droite, et il a remis l'image. Donc il a tourné pour que le texte soit à l'horizontale, quoi. À l'horizontale et dans le bon sens. Donc si je fais la même chose en mettant le ticket comme ça à l'envers, donc là il est à l'envers, hop, et il est remis à l'endroit. Donc ça c'est via l'intelligence artificielle. Donc on avait une contrainte, c'était qu'il fallait faire ça. Bon, c'était mis comme contrainte au moins d'un dixième de seconde pour pas ralentir la capture au niveau de l'iPhone. Et donc on a développé un algo custom pour faire ça. Et donc, ça, je vais vous montrer directement. Donc, ici, c'est du TensorFlow. On a pris plein de photos de documents. On lui a mis dans plusieurs directions le texte. Et voilà, on a entraîné un modèle qu'on a choisi. Il ne fallait pas qu'il soit trop complexe, parce que plus le modèle est complexe, plus il prend du temps à s'exécuter. Nous, on avait notre contrainte de temps d'exécution autour de 100 ou 200 millisecondes. Et donc, on a essayé avec des architectures. Alors, au début, on a essayé avec ce qu'on appelle les techniques de transfer learning, donc partir sur un modèle pré-entraîné. Et donc, nous, on vient réentraîner les couches, les dernières couches du modèle. Et donc, on a fait ça pour gagner du temps, mais on n'arrivait pas bien à le faire converger parce qu'il travaillait sur l'ensemble de l'image. Et donc, les infos utiles étaient un petit peu cachées. Et donc, voilà, après, on a changé complètement d'approche. On a refait quelque chose de complètement custom. Et on l'a entraîné et ça a bien fonctionné. Donc, ici, je vous donne peut-être un indice. Voilà, plutôt que regarder l'entièreté de l'image, on regarde là où se trouve le texte. Et donc on isole des morceaux. Et donc, c'est là qu'il y a toute l'information utile, en fait, hein. Et donc ça nous a permis d'aller voilà, de résoudre le problème. On arrive à des taux de réussite de quasi 100%, bon, 99,9, voilà. Et donc voilà, c'est un petit peu aussi la différence. Nous, on est développeurs, on fait des produits par rapport à la recherche en intelligence artificielle. Donc dans la recherche, ils essayent toujours d'aller plus loin dans les résultats, mais ils ont besoin de puissance de calcul énorme. Donc ils mettent des GPU, des Titans qui consomment 1000 watts. Et donc ils ont des modèles énormes et tout ça. Et donc ils passent de 99,2% à 99,3% de réussite. Et nous, on fait un petit peu l'effort inverse, c'est-à-dire on s'autorise à descendre à 99,1%. Mais pour diviser par 10 la consommation énergétique et le temps de calcul sur le smartphone, en fait, hein. Et donc, voilà, c'est un petit peu des choses qui sont différentes.
Voilà, nous, on optimise vraiment pour le device, mais voilà, les thématiques sont assez proches et c'est chouette comme exercice, quoi. Donc, oui. Alors ensuite, oui, ce que je voulais montrer, c'était, oui, donc ici, donc on a une autre application qui est Prismo Go, mais qui a le même moteur que Prismo. Donc ça, c'est un exemple. Donc, ça, on n'a pas fait nous-mêmes. Ça tourne pas sur le device. L'image est envoyée sur un serveur. Elle est traitée sur Azure, hein, et le résultat est rapatrié. Bon, ça prend moins d'une seconde, hein, ça va très vite. Mais donc c'est surtout la première fois qu'on est capable de traiter du texte manuscrit. Alors si on fait un petit peu attention quand on écrit, on arrive quasi à du 100% de réussite, ce qui est, voilà, c'est un problème. Il faut bien se rendre compte. Il y a 5 ans, il n'y a personne qui savait résoudre ça. Il y avait des tentatives, il fallait avoir le tracé, donc c'est-à-dire le tracé temporel, et là on pouvait mieux reconnaître, mais à partir d'une photo, quelque chose qui est écrit sur du papier, le prendre en photo et le convertir en texte, ça c'est vraiment des choses qui sont très 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 compliquées, quoi. Et donc ça marche assez bien. Alors évidemment, si on écrit mal, l'écriture de médecin, bon ben là il n'y a quand même pas de miracle, mais peut-être que ça viendra, on n'est qu'au début, hein. Donc voilà, ici j'ai un peu couvert sur nos applications. Je voulais montrer aussi les thématiques qu'on est en train de faire, et je finirai par quelques questions sur l'intelligence artificielle en général. Donc ici, la thématique ici qu'on étudie, bah, c'est l'amélioration de qualité photographique. Donc ici, on voit à gauche, c'est ce qu'on est capable de reconstruire avec l'intelligence artificielle, des choses qu'on a entraînées nous-mêmes ici chez nous, donc à base des données brutes du capteur. Donc on va vraiment très très loin, hein. On va récupérer, donc c'est en format RAW avant le démosaïking, hein, donc vraiment c'est le nombre de photons qui arrivent sur le capteur par canal couleur, quoi. Et donc, sur base de ça, qu'on vient injecter dans un réseau de neurones qui est entraîné pour reconnaître cette information-là, on reconstruit une image. Donc, c'est l'image de gauche. Et alors, on peut comparer à l'image de droite, qui est celle réalisée par le développement natif de l'iPhone. Donc, qui, elle, n'utilise pas l'intelligence artificielle, en tout cas sur ce modèle d'iPhone-là. Et donc, on voit qu'il y a... bon, les couleurs, il ne faut pas trop regarder parce que... le process couleur n'a pas encore été fait, donc il y a des différences dans les couleurs, mais c'est plutôt dans les détails. Donc si on regarde ici au niveau des zones sombres, les contours, on voit qu'il y a le débruitage qui est fait par algorithme classique, par les algos d'Apple. Il est bruité, il ne sait pas trop quoi faire, il est un peu perdu, il y a beaucoup d'artefacts qui apparaissent. Sur une approche plus type neurone, on arrive à reconstruire des choses. Bon, je ne dis pas qu'on est qualité réflexe, hein, mais on monte quand même qualitativement très très fort, hein. C'est comme si on avait 3 ou 4 fois plus de lumière qui rentre sur le capteur, quoi. Donc ça, voilà, on est en train de travailler dessus, ça progresse bien, on va sortir ça normalement cette année, mais voilà, il y a encore un peu de travail. Ici, je peux montrer aussi, pareil, c'est une autre image, donc là, c'est gauche-droite est inversé. Donc à gauche, c'est le process classique de l'iPhone, et à droite, c'est le traitement par intelligence artificielle qu'on a développé complètement en interne, quoi. Et donc on voit le détail. Le détail, il est, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais peut-être je pourrais partager après la conférence. Mais voilà, on reconstruit beaucoup de détails. Voilà. Et là, bon, ça demande beaucoup plus de puissance de calcul. Donc là, on va utiliser les puces des iPhones qui sont faits pour ça, quoi, en fait. Donc, on avance dans le temps. Donc, je vais peut-être pas faire la démo de Prismo Go, mais je vais plutôt passer sur les questions. Donc, voilà. Bon, j'avais dit, bon, c'est un buzzword, hein, l'intelligence artificielle. Mais bon, pourquoi il faut qu'on s'y mette, et pourquoi il faut qu'on s'y mette maintenant? Donc ça, c'est des choses importantes. Donc, les méthodes d'intelligence artificielle, elles ont le potentiel de dépasser toutes les méthodes classiques qu'on développe depuis les 30 dernières années.
en tout cas en traitement d'image, en classification, dans les problèmes typiques de l'engineering, les résultats sont meilleurs. Ils sont avec un gros gap, hein, donc ça sert à rien de rester sur les techniques du passé. Bon, il y avait des belles théories, on comprenait bien certaines choses, on avait des hypothèses intéressantes, mais voilà, l'intelligence artificielle va plus loin, elle donne des meilleurs résultats, et donc elle recoupe des informations beaucoup plus larges qu'on a beaucoup de mal à modéliser nous-mêmes, et donc voilà, les résultats sont meilleurs, donc il faut y aller. Ça dépasse aussi les capacités humaines, hein, donc des domaines typiquement gérés par les humains, on pense tous à la médecine, le diagnostic médical, mais aussi peut-être au niveau légal, lire des documents de 500 pages. Bon, voilà, les capacités de la machine sont très, très, très supérieures, et donc il faut pas essayer de ne pas y aller. Il faut y aller, voir là où elle nous apporte des choses, et peut-être compléter là où on peut, quoi. Mais voilà, c'est ça en tout cas notre logique chez nous. Bon, les différents problèmes qui peuvent être abordés, il y a plusieurs classes. Les classes principales ici que j'ai notées, bon, c'est la classification, c'est reconnaître si c'est comme nous on a fait l'orientation, mais ça peut être aussi sur un visage, si la personne est souriante, si elle est fâchée, etc. Ça peut être des types d'objets, types de fleurs, bon, tous les problèmes de classification habituels. La régression et la synthèse, donc là c'est ce que nous on fait ici en traitement d'image pour synthétiser des images sur base de données brutes de capteurs. C'est aussi utilisé par exemple en images de synthèse même, hein, donc par exemple le ray tracing, il faut beaucoup de temps pour avoir des belles images, donc ce qu'on fait maintenant, c'est que sur base de calcul, on n'est pas au bout du calcul. Donc, il reste par exemple 3 heures de calcul pour finir l'image, mais on donne les données intermédiaires à de l'intelligence artificielle pour reconstruire l'image finale avant qu'elle soit complètement calculée. Et on n'arrive pas vraiment au même résultat, mais on arrive à des choses qui sont quand même bien plus belles que si on ne le faisait pas. Donc, voilà, pour aider des graphistes, par exemple, sans devoir attendre que le calcul soit fini, bon, ça peut être intéressant. Et alors, il y a tout ce qui tourne autour du langage, hein, la traduction automatique, l'analyse du langage, la correction des fautes, etc. Donc, même dans Gmail, vous voyez, quand vous tapez vos mails, c'est corrigé, même les fautes parfois sur le sens, hein, les féminins au lieu de masculin, les adjectifs qu'on n'a pas accordés au pluriel, etc. Donc, ça va de plus en plus loin, quoi. Voilà, sur les outils que nous, on utilise, il y a 2 frameworks, hein, il y a TensorFlow, il y a PyTorch. Après, il y en a d'autres, hein, un peu moins connus aussi, hein, mais les 2 grosses tendances, c'est les 2. Donc, TensorFlow, c'est Google, PyTorch, c'est Facebook. Nous, on est parti très tôt sur du TensorFlow parce que la connexion avec l'écosystème Apple était très bon. C'est aussi Google qui est derrière. Donc, l'autre, c'est Facebook. On n'est pas très proche de Facebook. Bon, pas trop proche de Google non plus, mais bon, on a préféré s'aligner sur Google. Mais PyTorch avait quand même, techniquement, avait plutôt une avance technique que TensorFlow a essayé de combler. Bon, voilà, les 2 frameworks sont intéressants. Ce qu'on remarque aussi, c'est que ça dépend de la thématique. Donc, certains problèmes, les chercheurs ont utilisé l'un des 2 pour résoudre. Donc, vous avez déjà plus de choses du code source qui existe dans un des 2 environnements. Par exemple, si vous voulez faire de la déformation de visage, voilà, c'est peut-être plus en PyTorch. Si vous voulez faire d'autres types de problèmes, plutôt des implémentations TensorFlow. Mais les 2 peuvent être faits dans les 2. Après, on développe sa compétence sur l'un et on a plutôt tendance à rester dessus. Mais c'est un peu comme les langages de programmation. Voilà, il ne faut pas se mettre trop de barrières, quoi. Voilà, bon, nous, on a des machines avec des GPU assez puissants. Après, c'est synchroniser plusieurs machines. Ça, on travaille beaucoup avec VS Code, hein, Visual Source Code. Donc ça permet on travaille en remote, hein, donc on est sur Mac, mais les machines sont sur Linux. Et on synchronise les machines entre elles pour pas devoir remettre le code source en permanence de l'une à l'autre. Donc voilà, là il y a des outils il faut travailler un petit peu pour être productif, hein, donc c'est ça aussi le challenge dans l'intelligence artificielle, c'est d'être capable d'avancer rapidement vers des résultats. Et donc, nous, par exemple, notre focus, c'est pas, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas, on veut pas battre la précision de ce que font les chercheurs dans les grosses unifs américaines ou même
certaines entreprises sur des thématiques. Hein. Il y a des challenges régulièrement, essayer de battre des records. Bon, nous, on ne fait pas ça parce que ça prend beaucoup trop de temps. Nous, on développe des produits et on veut avoir des performances en termes de vitesse de calcul, plus qu'en termes de précision, parce que voilà, sur du 0,1, l'utilisateur ne verra pas la différence, mais par contre, si ça prend 10 secondes au lieu de prendre un dixième de seconde, là, il va voir la différence, quoi. Donc nous, on réduit, on change les architectures, on fait des architectures plus simples. Parfois, on change le type d'entrée des réseaux de neurones, donc pour réduire les entrées ou mettre des données partielles sur les entrées pour arriver à des vitesses de calcul plus rapides. Et alors, on optimise aussi parce que par exemple, sur les iPhones ou sur les Mac, on utilise CoreML, donc toutes les architectures qui sont développées au niveau scientifique, des architectures parfois complexes avec des types de layers spécifiques, ne sont pas toutes optimisées pour les CPU, les GPU des smartphones, et donc ça, on doit adapter, on doit changer des choses jusqu'à ce que ça rentre dedans, quoi. Donc c'est un peu ça notre focus. Alors j'ai mis pourquoi moi, pas moi personnellement, mais vous en fait. Hein, je crois qu'on doit tous y aller hein, vers l'intelligence artificielle parce que c'est le début d'une nouvelle ère. Il y a peu de connaissances théoriques. Moi je compare souvent ça à la cuisine. On a des ingrédients, on sait que bon, c'est sucré, c'est salé, bon, on mélange, mais il y a beaucoup d'expérimentation. Il y a des gens qui essayent de faire des théories, mais les théories, on n'explique pas tout. Et par contre, ceux qui testent et ils disent là, je vais changer l'architecture, je vais mettre ça en plus, ça en moins, ça. Ils tombent sur un nouveau truc qui n'a jamais été fait avant et avec des résultats qui sont assez impressionnants. C'est un peu ça l'état d'esprit dans l'intelligence artificielle. Il ne faut pas hésiter il faut rentrer dedans. Évidemment, au début, c'est difficile, mais une fois qu'on est dedans, on a envie d'essayer plein de choses et c'est là qu'il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Voilà, donc il faut. Je pense que là où c'est intéressant, c'est quand on a une connaissance sur un domaine particulier. Donc, par exemple, un médecin, plutôt que dire non, je ne vais pas utiliser l'intelligence artificielle, ça ne sert à rien, il doit se dire je vais l'utiliser et je vais essayer de bootstrapper, donc intégrer ma connaissance propre pour aider la machine à aller plus vite, à aller mieux, quoi. Et donc ça peut vraiment. Et une fois qu'il a mis ça en place, il peut arriver à des choses qui sont assez bonnes. Hein, et donc, c'est là il faut s'appuyer sur des gens de terrain pour comprendre le problème et essayer de produire un résultat qui est très bon. C'est là il faut croiser un petit peu deux domaines, le domaine des chercheurs en IA avec le domaine d'un problème particulier où il y a des experts qui ont une connaissance à partager, quoi. Voilà, et alors, je vais un petit peu vite, je suis désolé, mais c'est pour rester dans les 40 minutes. Donc, pourquoi il faut y aller maintenant? C'est parce qu'en fait, autour de 2015, il y a eu un engouement très fort, on a vu qu'on était capable de résoudre des problèmes. Maintenant, depuis 2016-2017, ça commence à arriver donc, au niveau des processeurs. Donc, tous les processeurs, que ce soit d'iPhone, d'ordinateur, mais pas que iPhone, hein, sur Android, pareil aussi, on commence à mettre chez Apple, ça s'appelle Neural Engine, chez Huawei, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est Neural quelque chose. Et donc, ce sont des calculateurs parallèles qui consomment très peu d'électricité, mais qui font des calculs en quantité peut-être 10 ou 20 fois supérieure à ce qu'on faisait dans la génération d'avant. Donc, ils sont spécialisés sur le calcul par réseau de neurones. Et donc, ça veut dire que depuis 2017 chez Apple, peut-être 2018 chez les autres, on a ça dans les smartphones. Et donc, tous les algos, ils vont être réécrits pour tirer profit de ça. Et donc, si on ne fait pas ce basculement maintenant, en tout cas, les fournisseurs de technologie, je pense des gens qui faisaient de l'OCR avant, des gens qui faisaient de plein de types d'algos, s'ils ne font pas la transition maintenant, en fait, d'autres vont le faire. Et après, les anciens algos, ceux qui avaient une connaissance, ils vont simplement perdre tout le marché parce que c'est d'autres qui vont le prendre, quoi. Et donc, c'est ce que je mettais dans le slide, c'est winner takes all. Donc, ça veut dire le gagnant, il prend tout le marché. Donc, si on n'y va pas là tout de suite, on le perd et on ne pourra plus jamais revenir.
Donc, c'est maintenant que ça se passe et il faut, voilà, faut y aller. Et donc, sur ce, bah, ça conclut un peu mon exposé. Et donc, après, on peut discuter. Hein. J'imagine qu'il y aura des questions, ou alors c'est après le deuxième talk, je ne sais pas. Voilà, voilà. Merci beaucoup pour votre attention. On m'entend? Allô, donc là on m'entend sur le live, je réactive mon micro ici. Voilà. Ah, voilà. Voilà, donc j'ai quelques questions. C'était très intéressant, vraiment. Moi, il y a un petit écho. Je sais pas. Hop. Ouais, donc. Ouais, je m'entends. Je m'entends en écho. Comment c'est possible ça? Ah, c'est peut-être. Je dois mettre un casque, peut-être ou... Là, comme ça, est-ce que ça va mieux? Ça va un petit peu mieux. Ça va un petit peu mieux maintenant, comme ça. Ok. Donc, on a quelques questions. Hop, je les prends devant moi. Donc, je pense que tu as déjà un petit peu répondu à la question, mais pour entraîner des modèles custom, tu as investi dans des machines spéciales ou tu fais avec tes machines de travail? Et tu disais que justement que tu avais des machines en remote que tu contrôlais avec Linux et Ouais. ça. En fait, bon, on fait pas d'entraînement sur Mac parce que voilà, c'est pas trop comme ça que ça fonctionne. Donc on a acheté des PC, sous Linux. Donc c'est des AMD Ryzen. C'est un 12 core 24 threads. Et alors on a mis deux GPU, des 2080 Ti Nvidia. Ok. Et alors bah, on fait tourner TensorFlow. Ouais, c'est des belles bécanes. Pour le jeu, c'est pas mal aussi, je crois, même si on n'a pas essayé. Mais voilà, et donc ils sont installés en serveur Linux, donc il n'y a même pas d'interface graphique, c'est tout en ligne de commande. Et on se connecte avec Visual Source Code, on se connecte dessus, et voilà, c'est parti, quoi. Ok. Alors ensuite, on a... tu vois une sorte de maturité dans les résultats obtenus ou tu as l'impression que Prismo sera une app encore complètement différente dans 5 ans? En tout cas, il y a eu un bond technologique important. Donc, l'avant intelligence artificielle et l'après intelligence artificielle. Donc, peut-être aller sur une échelle de 0 à 100, on est passé de 80 à 95, quoi. Et donc, ça va continuer à s'améliorer, mais on va peut-être passer de 95 à 96, 7, 8, jusque peut-être atteindre le 100%. Voilà ce qui est possible. Hein. Bientôt, la machine pourra reconnaître mieux qu'un être humain un texte photographié. Un être humain, il va douter. Là, c'est un E, c'est un A. La machine, elle doutera pas. Bon, voilà, mais donc on a fait le gros saut technologique et ça va continuer, mais de manière plus incrémentale, je pense. Ok. Ensuite, on a donc une autre question, c'est est-ce que vous utilisez les puces spéciales IA des iPhones pour processer justement les modèles? Ou ça se fait automatiquement? Oui, ça c'est une question plus compliquée, ça dépend de ce qu'on fait tourner dessus. Donc, en tout cas pour tout ce qui est OCR, donc là ça utilise des LSTM, ce sont c'est des réseaux de neurones avec des cellules à mémoire récursifs. Et donc ça tourne très mal sur les GPU et sur le Neural Engine, ça tourne plutôt en CPU. Okay. Par contre, la reconnaissance d'orientation de documents et l'amélioration de qualité photographique, là, on le booste vraiment avec le Neural Engine, et donc là, on arrive à des gains de performance. On peut comparer, hein, donc on le fait tourner en CPU, en GPU et en Neural Engine, on voit la différence de performance, et donc entre CPU et Neural Engine, il y a un facteur 15-20. Donc là, oui, évidemment, on l'utilise, parce qu'il faut une seconde au lieu de 15-20 secondes, quoi. Donc, voilà. Ok, ensuite, on a Programmers qui posait la question, est-ce que l'IA serait capable de reconnaître l'écriture d'une personne à partir d'autres documents écrits? Serait-elle efficace même si on dispose peu de sources identifiées au départ? Oui, donc là, dans ce qu'on fait nous, donc là on ne le fait pas nous-mêmes, hein, c'est via Microsoft, mais donc là, c'est par exemple mon écriture, il n'a jamais vu mon écriture avant. J'ai pas dû l'entraîner avec mon écriture, donc il arrive à généraliser sur base de... Il a vu beaucoup d'écritures différentes, mais il n'a pas vu la mienne.
mais il est capable, sur base de tout ce qu'il a vu, de comprendre la mienne, quoi. Ça, c'est le pouvoir de généralisation des réseaux de neurones. Évidemment, ça a aussi des limites, hein. Si on lui met une écriture de martien, bon, bah, là, il va avoir Ouais. du mal, quoi. Mais par contre, voilà, on est censé avoir quand même un standard entre êtres humains, et donc là, normalement, il est capable de généraliser, quoi. Ok. Ensuite, on a Programmers qui pose encore une autre question. C'était, peut-il y avoir des méthodes hybrides sur les devices, donc faire une partie du calcul IA par un serveur, puis mélanger avec des résultats, avec du résultat calculé sur un appareil mobile? Bah, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Après, bah, c'est l'éternelle question. Il y a parfois des business models, les gens ils veulent vendre des abonnements et donc ils font un traitement dans le cloud parce que ça justifie. Tandis que sur le device, c'est plus difficile de vendre un abonnement, quoi, puisque Mhm. il n'y a pas de coût récurrent chez le développeur. Euh, c'est plus ça, voilà, la norme. Après, les puissances de calcul, au début, elles étaient très, très grandes côté serveur. Maintenant, elles commencent à être très grandes côté device. Et par exemple, quand on doit traiter une vidéo, bah, le coût d'envoyer une vidéo sur un serveur, la traiter, et puis de rapatrier le résultat est supérieur à traiter tout en direct sur le device en temps réel, même au moment où la vidéo elle est capturée directement, quoi. Mhm. Donc, sans même attendre qu'elle soit encodée, quoi. Donc, voilà, on peut tout faire, je dirais, mais on va de plus en plus vers le device, je pense. Ok. C'est ce Ensuite, qu'on appelle le on... edge computing. Ouais. Ensuite, on avait une autre question, c'est est-ce que dans ton équipe, quelqu'un est considéré comme data scientist ou vous êtes plutôt cross-fonctionnel? Ouais, c'est plutôt mon rôle à moi, même si j'ai un collègue qui a aussi fait des tests avec les outils Apple, CreateML. Mais c'est plutôt moi qui ai la casquette scientifique, ouais. Ok. Et ensuite, la dernière question, c'est de F. Stéphanie, donc François Stéphanie, qui demande pour l'entraînement les Ouais. GPU Nvidia CUDA n'ont pas encore été rattrapés. Bah, bonjour François. Euh, donc, en fait, ils avaient beaucoup d'avance à la base, hein. Ils avaient un environnement de développement bah, très à la pointe, hein. Je crois qu'il y a des tentatives, hein. Il y a des choses au niveau AMD, au niveau Intel. Je crois que ça pousse assez fort. AMD, ils ont du très bon hardware. Mais le software était un petit peu en retard. Bon, j'avoue que je me suis pas trop posé la question. J'ai pris ce qui marchait bien pour être productif directement. Mais en tout cas, j'espère que ça va évoluer de manière à ce qu'on ait du choix à l'avenir. Euh, voilà, je pense qu'il va y avoir aussi des annonces bientôt. Je ne sais pas si ça sera AMD, mais en tout cas du côté d'Apple, avec TensorFlow, on a l'impression que ça bouge, donc qu'il pourrait y avoir des choses avec des nouveaux GPU made in Apple, quoi. Mais voilà, bon, j'espère que ça va se démocratiser chez tous les fabricants. C'est bon pour la science. Super. Eh bien, j'ai répondu. Tu as répondu à toutes les questions. J'en ai plus. Nickel. Eh bien, merci à toi, Raphaël. C'était vraiment très intéressant. Et donc, Merci à tous. maintenant, on va passer à Xavier. Donc, Xavier, es-tu là? Oui, je suis là. Ha ha ha. Très bien. Eh bien, Xavier, je te laisse la scène. À toi. Oui, merci. J'ai un spot là, je suis un peu le David Bowie du machine learning aujourd'hui. Je vais me décaler. Voilà, partager écran. Zoom. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. On voit bien ton écran. Ok, bonsoir à tous, merci d'être là. Oui, moi je vais vous plonger un petit peu dans du code en entrant dans le détail, mais pas trop non plus. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment nous, on a intégré un modèle de machine learning pour détecter des visages et pour les flouter dans le cadre d'une application d'un de nos clients qui enregistre des streams vidéo de voitures, j'allais dire de voitures volantes, mais pas encore, de voitures équipées de capteurs, donc dans le but de détecter des piétons, etc., les bords de route,
pour faire des voitures qui peuvent conduire toutes seules. Évidemment, dans le cadre de la vie privée, si on voit quelqu'un, si le visage de quelqu'un est capturé par la caméra, il doit être flouté avant de passer dans l'analyse. Et donc, l'idée, c'est de voir un petit peu comment, sans faire l'effort d'entraîner des modèles, on a utilisé des modèles existants et les intégrer dans le flux de traitement pour détecter les visages et les flouter. On fait ça avec TensorFlow. Alors, c'est de l'app Enterprise, ça tourne en streaming dans du Kafka, etc. Donc, on est dans le monde de la JVM, on utilise Scala. Donc, vous allez voir des cochonneries en Scala aujourd'hui, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que je vous montre un petit peu quelles sont les interfaces pour utiliser ces modèles et comment on les intègre. On a fait ça avec Lunatech, on n'a pas besoin de parler de ça. Alors, une brève introduction au machine learning. On parle d'intelligence artificielle, machine learning, etc. C'est une question de sémantique, mais c'est la même chose. L'idée, c'est que vous avez des données et ces données capturent finalement une information et vous voulez compacter cette information en un modèle, donc une fonction qui permet de prédire quelque chose. Voilà, par exemple, dans le cas précédent, est-ce qu'on a pris la photo d'un texte qui était droit ou penché ou à l'envers? Les datas, c'est plein de photos de plein d'images, de plein de textes avec l'angle auquel il est. Et puis, la fonction, elle doit être capable de trouver cette solution. Et c'est vraiment que ça. Et en tant que développeur qui doit intégrer du machine learning, en particulier si les modèles existent déjà pour vous, la seule question à se poser, c'est quoi la fonction à appeler pour faire ma prédiction. Donc, une fonction, elle aura une signature. Alors ici, on illustre un petit peu ce que c'est qu'une donnée de base. J'ai une table, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Non, je pense que... Si, cool. OK. Alors, les 4 premières colonnes ici sont des informations sur une maison. Donc, la surface du terrain, la surface de la maison, habitable de la maison, la surface du terrain, le nombre de chambres, le nombre de façades. Et puis, vous avez une colonne qui est le prix. Et vous imaginez que ce qui peut être intéressant, c'est de savoir prédire quel est le prix attendu d'une maison pour des caractéristiques. Comme ça, vous savez le genre d'offre que vous pouvez faire ou le genre de demande que vous pouvez faire selon que vous êtes l'acheteur ou le vendeur. Et alors, les données, en fait, finalement, c'est quoi? Chaque ligne, c'est un ensemble ici de features. Ce sont des nombres, floating point. Et la valeur, même chose, label ici, c'est un nombre. Il y en a un qui est la cible de la prédiction. Les autres sont les données. Un modèle, c'est quoi? C'est une fonction qui permet de transformer les données qui sont les features en une prédiction de la valeur. Donc, c'est vraiment quelque chose de tout simple. On fait un mapping entre un vecteur de double vers une valeur, ou plusieurs valeurs, en fait, quand c'est des modèles plus compliqués. D'accord ? L'entraînement d'un modèle, c'est quoi? On prend un dataset où on a les features et les labels, et on calcule une fonction qui est capable de faire un mapping le plus précis possible entre les features et le label. Et évidemment, on fait une erreur en général. Le but du jeu, c'est d'avoir l'erreur minimale. Et le processus d'optimisation, ça consiste à minimiser cette erreur, donc la somme de toutes les erreurs qu'on peut faire sur un dataset, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le principe conceptuel du calcul pour faire ça. Et après, le modèle, cette fonction, c'est quoi? Si on a affaire, par exemple, à des modèles linéaires, des réseaux de neurones, souvent, c'est quoi? C'est des multiplications de paramètres par les features et des additions. Alors, on dit les mathématiques complexes du machine learning, etc. C'est des plus et des fois, principalement. Okay, puis, il y a quelques autres fonctions qu'on vient introduire. Mais vraiment, la base, c'est des plus et des fois. Et c'est pour ça que quand on fait des réseaux de neurones, on a ces GPU qui sont principalement des systèmes qui permettent de faire du calcul sur des floating points à grande vitesse avec des matrices. C'est des trucs graphiques. Un graphique, c'est quoi? C'est une matrice de valeurs sur lesquelles on veut faire des opérations très vite. Et c'est pour ça que ça marche bien. Alors, je vous passe un petit peu les détails des métriques, etc., parce que ce n'est pas le point ici. Ce qui est intéressant ici, c'est que
toutes les données qu'on manipule quand on fait du machine learning et des réseaux de neurones sont des tables multidimensionnelles de floating point. Et c'est tout ce qu'on manipule en général. Alors, il y a des frameworks qui permettent évidemment de faire ces opérations-là à grande vitesse. On a parlé de TensorFlow et c'est ce qu'on utilise ici aussi, mais il y a PyTorch. Nous, on a choisi TensorFlow parce que quelque part, il avait un peu d'avance au niveau de l'intégration avec différentes technologies. C'est assez facile de prendre un modèle TensorFlow et de l'envoyer dans de l'embarqué, que ce soit un téléphone. On peut même avoir des versions très légères qui tournent dans du Raspberry ou dans du microcontrôleur. Voilà. Alors, donc TensorFlow, vous imaginez que c'est une librairie, donc c'est du C, C++, qui permet de faire tourner à bas niveau dans des architectures du calcul à grande vitesse et avec une représentation de modèles, que ce soit des réseaux de neurones ou autres. Et puis au-dessus, on veut des langages sympas. On a tous entendu, TensorFlow, c'est du Python. TensorFlow, oui, c'est du Python souvent parce que c'est un langage qui est facile à utiliser pour s'interfacer sur la couche bas niveau de TensorFlow. Mais bon, on peut avoir Java, Go, Rust, etc. Nous, on a utilisé Scala. Les références sont ici. Et alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que non, ça a explosé. Parce que quand je clique dessus, il va à toute vitesse. Où est-ce qu'on est? Ici. C'est que il y a ce framework TensorFlow qui permet de générer du protobuf. Alors, protobuf, c'est un protocole qui permet de sérialiser des données. Et en particulier, vous allez voir qu'un modèle TensorFlow peut être sérialisé en protobuf et utiliser ce format-là dans différents langages. Et donc, c'est ça qui permet de fournir la base de l'interopérabilité de TensorFlow pour les différents langages. Alors, les notebooks, je passe. Je vais vous montrer en fait du code qui est écrit dans Jupyter Notebook. Donc, c'est un petit serveur qui permet d'éditer du code dans une page web et d'exécuter comme ça de manière interactive pour voir ce qui se passe en direct. C'est comme ça qu'on développe en général les modèles en data science et puis après on les sauve quelque part et puis on les industrialise avec, je vais dire du vrai code, mais plutôt des vrais projets qui vont être déployés en production. Voilà, alors je vais vous montrer un premier exemple, juste pour vous montrer à quoi ressemble en fait l'API de TensorFlow. On va faire un tout petit modèle tout simple. Ne regardez pas spécialement au détail. Je vais vous montrer les 2-3 choses qui sont intéressantes. Donc ici, j'exécute. Alors, pourquoi est-ce que vous avez un écran noir? Je vais recommencer mon screen sharing. Ah, je suis passé du plein écran de Keynote à mon browser, en fait. Je pense que c'est ça. Oui, ok. Voilà. Je vais faire plus grand, ce sera plus sympa. Voilà. Alors, je vais pas insister sur le contenu des cellules. On charge les dépendances. C'est important, mais on s'en fout. Voilà. Alors ici, ce que je fais, c'est que je pointe vers un dossier dans lequel j'ai un petit fichier CSV qui contient en première colonne le prix et en seconde colonne la surface. Et je vais faire un petit modèle qui est capable de prédire le prix en fonction de la surface. D'accord? Donc voilà mon contenu. Ici, j'ai une petite fonction, une petite opération qui me permet de charger le contenu du fichier dans un tensor ici. Donc un tensor, c'est quoi? C'est un array multidimensionnel de floating point ici. Donc ici, je regarde comment ça s'est chargé dedans. Il est le fichier, voilà. Et qu'est-ce qu'il a? Donc on a un tenseur qui est un array qui contient des floats. Et il y a 2 dimensions. Il y a dans une dimension 19, c'est le nombre de lignes, et 2, c'est le nombre de colonnes.
D'accord? Donc, c'est vraiment des tableaux multidimensionnels. Tout dans TensorFlow, tableau multidimensionnel. Donc, rien de très, très compliqué conceptuellement. La forme, ben, on l'a dit, 19 x 2, ici. Et puis, on a des opérations qui permettent, par exemple, d'aller chercher l'élément 0, 0 et de le transformer en scalaire. Voilà, donc je retrouve les éléments. Donc, c'est comme ça qu'on fait le lien entre ce qui se passe dans TensorFlow. Donc, ça se passe au niveau du GPU peut-être, mais c'est au niveau de la librairie C. Et puis, je remonte ces informations-là dans mon monde Scala. Et on fait la même chose quand on fait du Python ou du Java, bien sûr. Alors, ici, c'est pour tracer finalement les données. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai un scatter plot. Horizontalement, j'ai la surface et verticalement, j'ai le prix. Donc voilà, ce sont toutes mes données. Je voudrais avoir un modèle qui serait une ligne droite qui passe par ces points. Alors, comment est-ce que ça va se faire en pratique? Alors, il y a un truc qui est important ici, c'est que je vais fabriquer un modèle TensorFlow. Et dans TensorFlow, en fait, vous liez les différents tableaux multidimensionnels les uns aux autres via des opérations. Donc, on fabrique un graphe d'opérations. Et donc, on a des nœuds. À chaque nœud, on peut avoir une opération, ou on peut avoir des données, ou on peut avoir ce qu'on appelle un placeholder, comme j'en définis deux ici, qui sont en fait un peu comme des tenseurs, mais qui sont vides. Donc, ce sont des récepteurs ou des réceptacles, on va dire, pour des valeurs. Donc, si vous pensez à une fonction, ce sont les arguments d'une fonction. D'accord? Donc, j'ai deux endroits dans lesquels je peux aller mettre des valeurs, les inputs et les outputs. Les inputs, ce sera la surface du terrain, les outputs, le prix. Alors, je vous passe la popote qui consiste à fabriquer un modèle linéaire. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que vous avez une représentation des opérations, ici sous forme textuelle. C'est le format protobuf. Donc, c'est vraiment un graphe d'opérations que je vais vous montrer visuellement, qui décrit ce qui se passe et les relations entre les outputs ici, des variables qui sont les paramètres de mon modèle, etc. Okay. Puis, j'ai des opérations pour entraîner le modèle. Je démarre une session. Je pousse dans mon modèle les données que j'ai et puis je demande de calculer ici mes paramètres. D'accord? Je fais une opération de calcul des paramètres ici et j'obtiens un résultat qui est 0. Et puis je vais recommencer. Il va essayer de trouver des meilleurs paramètres. Là, il a trouvé 1. Okay. Puis je recommence une troisième fois. Vous voyez, ça commence à bouger. Et puis je vais le faire plusieurs fois jusqu'au moment où ça va converger. 2, 3, 4. Je rajoute des lignes à chaque fois. Bravo, Chewy. Voilà, je vais m'arrêter là. Voilà tous les calculs que j'ai effectués en format protobuf. On va regarder à quoi ça ressemble après. Je calcule mes prédictions ici. Et puis, je vais les afficher et faire un plot. Voilà. OK. Donc, voilà comment on optimise un modèle. Et finalement, vous voyez que j'ai bien réduit un dataset qui contenait 19 fois 2 éléments en 2 paramètres. C'est juste une ligne droite. Donc, le machine learning, c'est ça. C'est réduire un dataset de grande taille en une fonction de plus petite taille, même si cette fonction est représentée par un réseau qui contient des millions de paramètres. Alors, c'est ça, en fait, qu'on a fait dans ce notebook. On a créé un graphe d'opérations dans lequel on a nos placeholders et où on peut calculer éventuellement, en utilisant la minimisation, les nouveaux paramètres ou faire des prédictions. D'accord? Et en fonction de ce qu'on veut calculer, soit de faire une minimisation, soit de calculer une prédiction, on remonte le graphe, on voit les éléments dont on a besoin, et ça définit une fonction dont les inputs sont des placeholders et les outputs sont des valeurs qui vont être calculées. Tout TensorFlow repose là-dessus. Comme ça, vous avez un peu une idée des concepts qu'on manipule dans TensorFlow. Alors, je me remets en full screen et puis je plante le truc comme tout à l'heure, pourquoi pas, voilà, soyons fous. Okay. Là, je passe ces API là c'est des descriptions des modèles
convolutionnel pour analyser les images. Vous pouvez aller voir, faire ça à la maison, tranquillement, quand vous vous ennuyez le soir, au coin du feu. Ce qui nous intéresse, c'est de voir des modèles qui sont déjà définis. Et on a des modèles qui sont ainsi publiés, par exemple sur TensorFlow Hub, ici. Alors là, je m'en vais déjà et je vais aller sur la page pour vous montrer ce qui existe. On va se faire un petit écran noir, peut-être. Oh non, oui, oui. Là, j'aurai droit à 2 minutes de plus. Ok, je vais corriger ça. Voilà. Alors ici, on est dans TensorFlow Hub. Je ne sais pas si vous le voyez déjà. Moi, j'ai un petit peu de retard. Voilà. Alors, TensorFlow Hub, c'est un hub dans lequel, pour différents domaines d'application, des équipes de chercheurs publient des modèles. Donc, des modèles qui sont sauvés dans des formats directement utilisables par les librairies TensorFlow dans les différents langages. Et alors, on a des modèles qui sont liés à l'analyse de texte, à l'analyse d'images, de vidéos, etc. D'accord. Vous voyez le nombre de modèles, 174, 43, etc. Il y a 2 ans, il y en avait peut-être une vingtaine de disponibles. Et c'est pour ça que ceux qui ont été au QRS, je l'ai dit, le machine learning et ce genre de choses, ça devient commodity. Pourquoi? Parce que ces modèles deviennent disponibles et sont utilisables dès qu'on sait un petit peu comment manipuler ce genre de choses. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est Object Detection. Donc, comment est-ce qu'on détecte certains objets dans une image? Comme ça, voilà, ici, je vais vouloir détecter un visage pour le flouter, pour qu'on ne puisse plus le reconnaître. Et donc, voilà, j'ai pléthore de modèles disponibles. Et regardez ici, sur la gauche, vous voyez que vous pouvez downloader, en fait, les modèles dans différents formats. Moi, je les ai utilisés bruts ici, donc ils sont assez massifs, mais il y a des versions compactes qui tournent dans JS, donc vous pouvez faire ça dans le browser, directement du client. En light, ça peut tourner en embarqué. Coral, c'est aussi une puce de Google qui permet de faire du calcul à grande vitesse. Donc, vous avez vraiment accès à de nombreux modèles de différentes qualités qui peuvent tourner dans différentes plateformes. Et donc, un modèle complexe qui est lent à tourner, comme je vais vous le montrer ici en ce cas-là, en fait, on peut en faire des versions réduites qui sont beaucoup plus rapides. Alors, on va plonger dans le use case. Alors, parce que j'en ai marre de tout le temps switcher, je vais juste vous expliquer ici. Ce que je vais vous montrer ici, c'est... je passe en plein écran parce que c'est vraiment pas beau. C'est cette application-là. Donc, vous avez dans le cloud des modèles qui sont disponibles. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres ou qui s'améliorent au fil du temps. Donc, vous devriez pouvoir choisir quel modèle vous utilisez pour votre use case. Ici, c'est la détection d'objets dans une image. J'ai créé une application qui est une API REST, peu importe la technologie, qui va utiliser la librairie TensorFlow pour attaquer le modèle qui a été downloadé en fonction de la version que je veux avoir. Et donc, on sert en fait le modèle qu'on a choisi quasiment au runtime. Okay. Et donc, j'ai 2 notebooks pour vous faire ça. Et donc, voilà, je peux quitter le share screen et recommencer. Hop. Alors, ici, je passe, je fais mon serveur, je vais faire plus petit. Donc ça va être mon serveur web. Je vous montre un petit peu comment il fonctionne. Je vais le faire tourner dans Polynote et puis je vais utiliser le Jupyter du côté client pour vous montrer que c'est deux choses complètement différentes. Alors, les imports, ça fonctionne. Zoo.
Parce qu'on est bon, juste vérifier un truc. Oui. Alors, ce que je fais ici, je pointe vers l'URL dans lequel se trouve mon modèle et je vais en fait downloader, je l'ai déjà fait pour ne pas mettre 1 heure, j'ai déjà downloadé ce modèle, je vais le sauver en local ici quelque part, donc je n'exécute pas cette cellule-là parce que sinon je vais le downloader. Il est déjà extrait, donc c'est bon. Par contre, je vous montre un petit peu ce qu'il y a comme contenu. On a différents fichiers, dont ce Frozen Inference Graph, donc ce fichier protobuf qui contient le modèle. On parle de dizaines de mégas de data qui contiennent ce graphe qui est le modèle, qui permet, quand on lui donne en input une image, de trouver des objets. D'accord ? Donc là, on le charge. Donc ici, on fait la lecture du fichier et on le charge dans une session TensorFlow. Voilà. Et ici, je crée un placeholder. Donc, je vais rechercher dans mon graphe un nœud qui s'appelle Image Tensor 0. C'est là où je vais devoir pousser le tenseur qui contient l'image. Donc, si vous regardez la forme de ce placeholder, il a 4 dimensions. Pourquoi? Parce que je peux analyser plusieurs images. Chaque image a 2 dimensions. Et pour chaque pixel, vous avez une autre dimension qui sont les 3 couleurs RGB. C'est pour ça qu'on a 4 dimensions ici pour cet input. Donc, je peux analyser plusieurs images d'un coup qui contiennent évidemment les 3 couleurs. Puis après, je fais des connexions vers les outputs, les boîtes dans lesquelles j'ai détecté les objets, les scores de chacun de ces objets, la classe, est-ce que j'ai détecté un chat, un chien ou une girafe, et le nombre de détections totales dans les images. Voilà, alors après, c'est un petit peu des trucs de mise en forme, je dirais, du résultat. Et puis ici, je vais exécuter, donc j'ai un fichier local là qui s'appelle baywatch.jpeg, et je vais exécuter le truc. Alors la première fois, il met un peu de temps parce que la première fois qu'il exécute le graphe, il n'est pas chargé, il n'est pas vraiment chargé en mémoire, puisqu'il fonctionne de manière lazy, donc il retient les opérations, et quand on lui demande de calculer quelque chose, il tire la ficelle pour que tout se fasse. Maintenant, le système, le graphe est en mémoire, ça a pris 5 secondes. Si je réexécute, bim, 439 millisecondes. Il faudrait évidemment aller 10 fois plus vite, et c'est ce qu'on peut faire. Alors, je vais regarder c'est quoi le premier élément détecté ici. On voit qu'on a un tuple, alors la couleur elle est immonde, je vais l'inverser. Donc on a détecté un objet de la classe 1, c'est une personne, ça je vous le dis, 0,97 c'est le score sur 1, et puis la boîte dans laquelle on a trouvé ça. D'accord ? Alors ici, je fais un petit peu de décoration pour qu'on puisse transformer le numéro de la classe en un nom, qu'on puisse lire, nous les humains. Donc, c'est un mapping entre ce numéro de classe et le nom de la classe. Et puis, je transforme je fais un petit peu du JSON, parce qu'on aime bien faire du JSON. Voilà, je recalcule mes labels. Je vais faire un service. Hein. Donc, j'ai trouvé 2 ici. Je vais regarder le premier. C'est quoi? Zou. Alors, c'est une personne. Le score, c'est le même. Et on la trouve dans cette boîte-là. Donc, on a trouvé 2 personnes dans l'image. Je me réjouis de voir ça. OK. Alors, ici, je crée un endpoint. Voilà, je vous passe les horreurs de HTTP. Le serveur tourne, on est content. Allez, on va aller côté client. Alors là, les développeurs front vont être malades en voyant ce que je fais. Non. Alors, côté client, je fais en Scala aussi parce que je suis paresseux. Voilà, j'utilise le même désérialiseur. Voilà. Oui, je suis intéressé par cette image, toujours. Alors, regardez mon client, il est beau. Hein, je fais un system call curl vers le endpoint. Voilà, j'ai défini ma fonction. Ça, ce sera pour afficher les boîtes dans une image. Alors, detect object.
boum, ça tourne, on trouve la personne, on trouve la deuxième, et on va les afficher dans l'image. Voilà, ok. Donc, c'est le résultat classique, on a une image, on va détecter des personnes, et il fait une boîte autour de la personne. Donc ça, c'est une base. Donc, j'ai rien fait au niveau machine learning que intégrer un modèle, je l'ai downloadé, je me suis connecté, j'ai fait un petit peu de couture, on va dire, et je peux détecter des personnes dans n'importe quelle image. D'accord ? Ce serait peut-être mieux de le faire dans un autre langage, je ne sais pas, mais voilà. Et alors, je peux faire avec d'autres. Voilà, on a un teddy bear ici dans cette image-là. Et si je l'affiche, est-ce que c'est bien un teddy bear? Voilà. Donc, j'ai en fait un modèle que j'ai downloadé d'Internet et je vois qu'il est capable de détecter différentes classes. Il est capable de détecter des personnes. Il est capable de détecter des peluches. Est-ce qu'il est capable de détecter des têtes de serpent? Là, Tulsadum, alors à quoi est-ce qu'il l'associe? Tulsadum, il l'associe à une personne aussi. Magnifique. Voilà. Vous voyez un peu le principe. Maintenant, ce que je ne veux pas détecter une personne, je veux détecter un visage. Conceptuellement, c'est le même problème, sauf qu'il me faut un modèle qui soit super bon pour trouver des visages dans des images. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais revenir en arrière ici, je vais tuer mon serveur et je vais passer... Voilà. Je vais passer en ligne de commande ici. J'ai en fait retranscrit évidemment ce code et il tourne évidemment dans un projet. Alors, je vous montre ici un petit peu au niveau de l'application. J'ai ce système qui me permet d'aller chercher avec une configuration le modèle qui m'intéresse. Et ici, en fait, je vais simplement pointer vers un autre modèle qui est publié et qui est spécialisé dans la détection de visage, ici. Vous ne voyez pas le contenu, mais c'est simplement que j'exporte d'autres variables d'environnement pour pointer vers un autre modèle qui est dans une autre URL, qui est spécialisé dans la détection de visage. C'est un modèle qui est plus performant, il est plus gros, et donc il va tourner moins vite, mais il est beaucoup plus performant pour ce que je veux faire. Je charge ces variables d'environnement, je lance mon serveur. On va arrêter avec le notebook côté serveur. Lancer un serveur à partir du browser, c'est un peu bizarre. Voilà, le service va tourner d'ici peu. Oui. Voilà. Alors, je peux reprendre mon client, évidemment. L'idée, c'est que côté client, on n'a absolument rien changé. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est refaire un call. Voilà, lequel? Je vais refaire detect object. On va voir ce qu'il va trouver. Bon, ça met plus longtemps. Hein. Et il charge le modèle la première fois. C'est la première fois qui est un peu douloureuse. Voilà. Alors ici, il en affiche beaucoup plus, mais il y en a un qui a un score très élevé, ici 99,79. Il y en a un deuxième qui a un score élevé, et puis après c'est 0,01, donc on va pouvoir éliminer tout ça. Donc à nouveau, on a trouvé deux choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on a trouvé. Voilà, ça va un petit peu plus vite normalement. Merci, voilà. Et donc ici, cette fois-ci, c'est la même interface. J'ai juste échangé un modèle contre un autre qui est publié par le professeur XYZ. D'accord? Donc, j'ai rien fait et j'ai un autre modèle qui détecte avec plus d'efficacité l'objet que je veux utiliser en particulier. D'accord? Donc, au niveau du principe de l'exposition, je dirais, du développeur à la complexité mathématique, elle est quasi nulle. Ok. Alors, bon, je me remets en plein écran, parce que c'est mieux. D'accord. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a fait. On a un projet, un web server, c'est un vrai projet, SBT, Maven, peu importe. Vous avez un service de prédiction au-dessus d'un modèle qui est abstrait, c'est un modèle de détection d'objets. On prend le hub
pour aller chercher un modèle particulier. On lance le service connecté avec ce modèle dans le hub, et puis bim, on a la fonction qui est activée. Alors, le but, c'était de faire de l'anonymisation. Alors, voilà comment ça peut s'architecturer en utilisant TensorFlow. Donc, vous imaginez, vous prenez une photo d'un personnage. La photo rentre dans un modèle de détection d'objets qui a comme input un tenseur qu'on a vu tantôt qui est prévu pour accepter des images. En sortie, on a les boîtes, donc les coordonnées dans lesquelles on a trouvé l'objet. Ici, par exemple, il faut détecter des chats. Et pour anonymiser le chat, on va appliquer une fonction qui agit, on lui redonne en fait l'image originale, les boîtes dans lesquelles on a trouvé l'objet, on applique une fonction et on sort une image qui a permis de transformer notre chat en un nouvel objet qui nous permet de ne plus identifier le chat de manière explicite. Je vais juste vous montrer l'output. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais j'ai trop soif pour continuer trop longtemps. Je vais pouvoir repartager mon écran. Joyeuseté technologique. Zoom. Je pense que c'est bon. C'est bon, hein? Oui. Oui, c'est parce que moi, j'ai un peu de retard. Donc, anonymisation, voilà. Alors, je réexécute pas tout parce que je vais commencer à devenir vraiment ennuyant pour vous. L'idée, c'est qu'il se passe la même chose que précédemment. On va charger ce modèle, on fait la même toutouille, on trouve les coordonnées, blibli, et puis on crée un masque. Donc, on crée des nouvelles opérations. Donc, on vient rajouter dans notre graphe de calcul. Donc, ce graphe de calcul, il est fourni par ces chercheurs. On détecte des objets, puis on vient rajouter dedans des nouvelles opérations. Donc, vous voyez qu'on peut étendre un modèle tel qu'il existe pour lui rajouter de la fonctionnalité. Donc, ça, c'est pour faire du flou, voilà, dans une boîte prédéterminée, blablabla. Merci Vincent d'avoir écrit ce code. En passant, Vincent est un collègue à Paris. Et en fait, voilà, vous avez à la fin, l'idée, c'est que vous avez une cellule, enfin un placeholder dans lequel vous voulez, donc vous avez cet output qui doit être l'image qui est floutée et que si vous demandez de calculer cette image floutée à partir de l'input, vous obtenez une nouvelle image. Et donc, grâce à ce système-là, vous floutez les visages et c'est plus possible d'identifier les personnes qui sont sur l'image ici. Voilà, alors je vais retourner une dernière fois vers le slide deck en plein écran. Donc, les conclusions que je voudrais qu'ils se retiennent ici, c'est que finalement, on est à une époque où le machine learning, c'est vrai qu'apprendre des modèles, c'est un travail qui reste un travail scientifique qui demande de comprendre un petit peu la mécanique qui se passe à l'intérieur de ces modèles. Mais on peut utiliser des modèles qui sont publiés dans différentes architectures. Ils peuvent être optimisés de manière relativement facile. Vous prenez un de ces modèles compliqués, vous appliquez un outil qui va réduire la taille de ce modèle de manière significative pour qu'on puisse le charger dans JS, pour qu'on puisse le charger en embarqué dans un téléphone. Ça, c'est vraiment des opérations de mise en production qui sont tout à fait classiques et qui ne demandent pas finalement d'avoir une connaissance détaillée du fonctionnement des modèles. L'important, c'est de savoir à quoi ces modèles servent, à quel point ils sont bons et quelles sont les interfaces pour les utiliser. Donc, c'est quoi vos inputs et vos outputs de votre fonction. Finalement, un modèle, et pour moi, le machine learning, dans sa version commodity pour faire du service, c'est un petit peu comme des bases de données. Donc, imaginez, vous avez une base de données avec un schéma. Ça veut dire que sur une table ou sur un ensemble de tables, vous savez faire des queries qui répondent à certaines questions. En fonction de ce que vous mettez dans vos tables, vous savez répondre plus ou moins, vous avez des statistiques plus ou moins différentes. C'est un petit peu la même chose. Vous avez une interface et un langage d'interface
pour rentrer dans votre modèle ML, tout comme vous avez un langage qui est le SQL pour faire des queries sur un schéma de données prédéfini. Donc, si vous comprenez ce schéma, à quoi il sert, vous savez poser des questions. C'est exactement ce qui se passe avec le ML. Et puis, vous avez toutes sortes d'interfaces en fait, pour interagir. TensorFlow permet de créer des images Docker directement qui permettent d'avoir des services REST ou du gRPC disponible. Donc, vous avez plusieurs niveaux d'intégration que vous pouvez utiliser quand vous faites ce genre d'application. Voilà, c'est un petit peu la conclusion que j'ai pour vous ici ce soir. Merci. Mais je veux bien répondre aux questions, même si j'ai soif, parce que je suis gentil. Super. Eh bien, merci à toi, Xavier. Alors, on n'a pas énormément de questions, parce que tu as été hyper clair. Franchement, à chaque fois, j'étais là, ah oui, je vais lui poser ça comme question, puis après, tu répondais directement après. Donc, c'était vraiment génial. Mais du coup... Pardon ? J'ai une AI qui me permet de savoir quelle question va être posée à l'avance. Exactement. Comme ça, c'est plus facile. Juste une question, enfin c'est très large, hein, mais genre par exemple pour les étudiants qui nous écoutent, as-tu des conseils à leur donner pour se lancer justement dans l'AI? Ben, il y a deux approches au problème. Il y a la compréhension de ce qui se passe dans les modèles, et c'est toujours bon de le faire. Donc, apprenez ce que c'est qu'une régression linéaire, apprenez ce que c'est qu'une régression logistique, apprenez ce que c'est qu'un réseau de neurones de base, parce que finalement, c'est jamais qu'une extension de ces choses-là. Apprenez un peu de probabilité, d'accord? Et puis, il y a l'approche engineering, c'est-à-dire regarder les différents use cases qui sont disponibles comme du commodity. Donc, c'est tous les services cloud. Tiens, détecter des objets dans une image, c'est quoi les interfaces REST qui permettent de faire ça? C'est quoi les services qui le font? Et puis, vous avancez un petit peu. Tiens, je veux le faire à la maison sur mon ordinateur. Comment est-ce que je fais pour m'interfacer avec un modèle qui est disponible sur Internet, dans TensorFlow Hub ou autre, pour l'utiliser simplement. Donc, l'exemple, tiens, comment je fais pour... j'ai un flux vidéo où j'ai des images en JS, comment je fais pour détecter les personnes, mais que ça tourne en local. Ça sont vraiment les deux choses qu'il faut faire et progresser petit à petit pour aller gratter de plus en plus. Et puis un jour, ben, vous aurez envie d'entraîner des modèles, d'ajouter... de les optimiser, ouais, plutôt que de détecter des visages. Vous voulez des girafes, comment est-ce que vous faites? Voilà, ça s'apprend, on commence à entraîner les modèles soi-même, et puis on ne sait plus s'arrêter. Eh bien, super, franchement, merci à toi, Xavier, et merci à vous deux, vraiment pour vos deux présentations, elles étaient vraiment très intéressantes. Et donc, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Pour le prochain QRS, et n'oubliez pas le formulaire de feedback que Fred a justement mis dans le chat pour bien sûr nous aider à savoir si ça vous convient et bien sûr faire un retour au speaker pour qu'il puisse bien sûr savoir ce que vous avez pensé de leur présentation. Je vous dis à bientôt, au revoir.